Bienvenue sur ITV et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui Pape Demba Thiam. Pape Demba Thiam n'est plus à présenter, c'est un économiste. Il est spécialiste de développement industriel intégré et spécialiste de chaîne de valeur. Pape Demba Thiam, merci d'être avec nous sur ce plateau de ITV à Question Directe. L'Afrique a été frappée de plein fouet avec la Covid. De plus en plus, les économies africaines sont pratiquement à la rue, comme on dit. On sent quelque part des difficultés par rapport à la gouvernance en Afrique. En quoi la Covid peut être dangereuse pour les économies africaines, pour les gouvernements africains? Merci beaucoup Alassane, je salue tous vos téléspectateurs, je salue le peuple sénégalais à travers votre micro et vos caméras. J'avais déjà prévenu tout au début de la pandémie, je veux dire même en mars 2020 avec plusieurs articles qui ont été publiés, pourquoi l'Afrique devrait se méfier des effets du Covid-19. Parce que de la même manière que l'Afrique n'était pas autant exposée sur le plan sanitaire, la rupture des chaînes de valeur et la rupture des chaînes d'approvisionnement mondiales allait affecter fondamentalement toute l'économie africaine. La deuxième erreur qu'on a faite, c'est qu'on doit apprendre à vivre avec les virus. J'avais déjà prévenu. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. L'Europe est en train de partir sur une 5e vague et n'a pas d'autre option que de vivre avec les virus. Mais c'est parce que la plupart des gouvernements n'ont pas consulté les spécialistes de l'économie des systèmes, l'économie des chaînes de valeur et des chaînes d'approvisionnement. Et c'est pour ça qu'ils ont aveuglément fermé l'économie et fabriqué davantage de pauvreté. Parce qu'on a trouvé, la Covid est venue trouver des économies qui n'existaient pratiquement pas, où la plupart des ressources africaines ne sont pas transformées sur place et sont exportées. Mais vous avez raison, parce qu'une économie est une universalité de rationalité interdépendante et en dynamique. Donc si vous regardez dans une économie, vous devez regarder comme dans la tuyauterie d'un immeuble, si vous l'avez désossé. Cette tuyauterie n'existe pas. Donc il n'y a pas d'économie réelle en Afrique, tout comme il n'y a pas de politique de développement réelle, parce que depuis 40 ans, avec le consensus de Washington, nous ne faisons que travailler pour payer l'intérêt de la dette. Et on nous prête davantage d'argent pour payer la dette, ce qui fait que ceux qui nous prêtent n'ont aucun intérêt à ce que nous transformions nos ressources, parce que les institutions de Bretton Woods avaient été créées déjà pour assurer le contrôle des ressources des pays africains, pour soutenir le développement des pays européens occidentaux pour qu'ils ne se fassent plus la guerre. Alors quand des institutions sont créées pour contrôler les ressources dont nous avons besoin pour faire la transformation, il est clair que ces institutions ne vont pas soutenir la transformation industrielle. Or, c'est la transformation qui crée de la valeur ajoutée et crée des emplois. Donc, or, ce sont les mêmes institutions qui nous prêtent et qui sont contrôlées par ceux qui les ont créées pour qu'ils contrôlent nos matières premières. Alors, c'est une erreur de casting qui a débuté, qui a été là depuis longtemps. Et les pays africains n'ont pas songé à la corriger, alors que les autres pays d'autres continents l'ont corrigé, en ont même profité. Et cette situation, elle est potentiellement dangereuse pour les pays africains parce qu'elle ne crée pas d'emplois. La Covid est là, les pays s'occupent d'eux-mêmes, la raréfaction des ressources fait qu'aujourd'hui, on sent une jeunesse africaine qui sourde. C'est dangereux à plusieurs degrés de liberté, si je peux parler comme en mathématiques. D'abord, sur le plan de la paupérisation galopante, parce qu'on devient de plus en plus pauvre. Deuxièmement, le défaut d'infrastructures dans nos pays et le changement climatique expose nos économies à des inondations qui emportent toute accumulation de capital. Regardez quand il y a des inondations, tout ce qui est détruit. Troisièmement, le Covid a exposé la vulnérabilité verticale au niveau des branchements sur des chaînes de valeur et des chaînes d'approvisionnement des pays développés. Et ces pays aujourd'hui ont besoin de relocaliser leurs chaînes des valeurs, relocaliser leurs bases industrielles et naturellement, ces pays vont se battre en Afrique pour contrôler les ressources. Quatrième péril, la jeunesse africaine qui a compris qu'elle ne devait pas continuer de mendier en étant assise sur des tas de richesses
et qui est dans la rue. Alors donc vous avez 4 périls conjugués et le désir de certains pouvoirs de museler leur opposition et de continuer à penser que les choses seraient comme avant. Et ça, c'est plutôt le péril le plus grave, le 5e péril de la malgouvernance, la dictature des institutions dévoyées. Et on a vu ce que ça donnait au Mali, en Guinée, on a vu ce que ça donnait au Soudan, et on a vu ce qui est en train d'arriver en Éthiopie. La Covid, elle est encore là, même si elle a baissé dans nos pays, elle reprend un peu en Europe. Les gens ont peur qu'il y ait une 4e vague dans nos pays. En ce moment-là, on a l'impression que le gouvernement africain n'a pas tiré les leçons de l'avant-Covid et du pendant-Covid. Mais les gouvernements africains ne tirent de leçons de rien du tout. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'autisme politique. Et ça, c'est le plus grand danger. D'ailleurs, c'est le 5e danger que nous courons. Parce qu'il y a un autisme politique parce qu'ils ne sont pas entourés d'exégèse, d'analyse stratégique, de gens qui savent faire de la prospective et qui savent leur montrer ce qui est dans leur angle mort. Alors, ils poussent jusqu'à ce qu'ils tombent dans le mur. Et aujourd'hui, si vous regardez, beaucoup de pays ont investi beaucoup d'argent dans l'appareil répressif. Mais plus vous mettez la répression dans la rue, plus vous banalisez la répression. Les gens vont s'en habituer et finalement, ils vont passer devant des chars comme si c'était rien n'était. Mais le 6e péril, c'est que plus vous accentuez la répression, plus vous habituez les militaires à être dans la politique. Parce que si vous les utilisez pour la répression, vous les amenez en politique. Mais puisque vous les utilisez pour la répression, parce qu'ils ont le contrôle des moyens de la violence, mais à un moment donné, ils vont se servir eux-mêmes des moyens de la violence pour se retourner contre ceux qui les utilisent, surtout lorsqu'ils se rendront compte qu'ils tirent sur leurs enfants, sur leurs cousins, sur leurs oncles, sur leurs parents. Donc c'est extrêmement dangereux la situation qui est en train d'évoluer actuellement. Et nous sommes presque partout dans une logique d'affrontement, une psychose généralisée où tout ce que les gens doivent comprendre, c'est que les peuples sont fatigués, leur jeunesse sont fatiguées et humiliées. Et devant cette situation-là, si on est dans des logiques d'affrontement, on est dans des logiques de chaos. Maintenant, quand il y a le chaos, comme ma mère disait, quand vous lancez une pierre, elle a quitté votre main, mais vous ne savez pas où elle va atterrir. Dans cette logique, quelle est l'intelligence politique qu'il faut avoir? L'intelligence politique aujourd'hui, c'est de désamorcer la tension en ne faisant plus des discours va-t-en-guerre et des discours d'affrontement. Ça, c'est 1. 2. Convoquer des assises nationales autour de l'essentiel, c'est-à-dire relancer la machine économique de manière inclusive. Parce qu'à la fin de la journée, le problème fondamental, c'est le contrôle des ressources, c'est l'accès aux opportunités pour tous. Ce n'est pas se déculotter, c'est faire preuve de responsabilité que de dire, écoutez les gars, on a passé notre temps à nous insulter, à nous bagarrer, et nous avons tous le même péril. Notre population est en train de s'énerver, elle peut s'énerver contre tous les dirigeants politiques. Il y a des politiciens qui m'approchent pour me dire, mais grand, est-ce que vous ne pouvez pas nous aider à écrire notre stratégie de développement national? Je dis, mais moi je suis équidistant des partis politiques. Je peux faire une stratégie de développement national que je donne au peuple sénégalais et à tous les gens qui sont intéressés à la mettre en œuvre. Donc parlant d'assises nationales, c'est ça qu'il faut faire, parce que si vous voyez bien, les Maliens se sont rendus compte aujourd'hui que les institutions qu'ils avaient étaient du copier-coller qui n'avait rien à voir avec l'orientation paradigmatique qu'ils devraient avoir pour développer leur pays. Ils disent maintenant, nous allons refonder. Si vous avez vu le dernier discours de Mamadi Doumbouya, je suis désolé de le dire, je ne veux vexer personne, mais ça fait longtemps que je n'ai pas entendu un chef d'État parler d'une manière aussi cohérente, aussi claire, et qui montre comment il bouge et où il va. Et nous allons avoir de plus en plus besoin de ces formes de cohésion. Regardez ce qui s'est passé en Tunisie, c'est un coup d'État. Ce n'est pas l'armée qui a pris le pouvoir, mais c'est le président de la République qui a fait un coup d'État parce qu'il s'est rendu compte que les institutions étaient dévoyées. Que ce soit la bonne méthode ou la mauvaise méthode, le problème c'est que le diagnostic est le même. Donc, pour ne pas arriver à cette situation-là, arrêtons ces histoires de dialogue politique qui sont des histoires de partage de gâteaux. Plus personne ne croit aux politiciens. J'avais fait un post où je disais « sale temps pour les politiciens ». Et je croyais que j'étais entendu et je n'ai pas été entendu. Maintenant, comment relancer l'économie dans des pays qui n'ont pas d'économie?
il faut concevoir une stratégie de développement économique national inclusive que tout le monde s'approprie. En quoi? Si on prend le cas du Sénégal aujourd'hui, c'est que le levier, il faut s'appuyer pour relancer l'économie, créer une vraie économie, créer une vraie industrialisation. Vous savez, Alassane, l'industrie, c'est la production de masse. La production de masse peut se faire dans tous les secteurs. Si elle s'appuie sur le développement de chaînes de valeur, elle permet l'inclusivité. Parce que c'est l'addition des maillons dans une chaîne qui fait que les gens participent à l'économie. Donc vous pouvez, n'importe quel secteur, vous pouvez faire une analyse du potentiel de ces secteurs, identifier les ressources qui sont techniquement transformables, valider la transformation de ces ressources par une approche de test marché, remonter les filières, remonter les chaînes de valeur et les chaînes d'approvisionnement, regarder où sont les maillons qui sont rompus et venir avec des politiques de partenariat stratégique public-privé sur les chaînes de valeur pour réparer les maillons. Parce qu'une chaîne, elle tient par des maillons. Prenons l'exemple par exemple, du poisson. Les Sénégalais dans la pêche, il y a 70% des Sénégalais qui sont dans le secteur. Vers les années 90, il y avait plus de 600 000 Sénégalais qui étaient dedans. C'est toute une chaîne de valeur, ça faisait nourrir beaucoup de monde. Aujourd'hui, le secteur de la pêche porte plus de millions de personnes qui travaillent dans ce secteur-là. Mais le constat qui a été fait, c'est que les eaux n'ont plus de poisson. Le poisson qu'on mange aujourd'hui au Sénégal est importé du Brésil, de la Chine et du Chili. Les eaux n'ont plus de poisson. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un scandale, mais un scandale qui était programmé. Parce que si vous voulez que votre arbre continue de vous donner à manger, vous devez soigner l'arbre de manière à pouvoir manger ses fruits, mais ne pas tout couper jusqu'à aller bouffer la racine. Or, la politique prédatrice et prébandière qui a été celle de tous les gouvernements sénégalais, c'était de gager nos ressources halieutiques en signant des accords de pêche idiotes qui permettaient de toucher simplement quelques royalties pour payer des fonctionnaires et payer des forces armées ou la police, au lieu de créer des conditions d'étendre l'expansion des chaînes de valeur au niveau de la pêche et permettre à tout le monde d'y participer. Assurer le développement soutenable en assurant le repos biologique et encore mieux, développer des parentés opérationnelles et économiques avec l'aquaculture. Nous avons vécu de la pêche. À un moment donné, c'était devenu le secteur le plus porteur chez nous. Donc ça veut dire que nous connaissons la valeur du poisson. Nous savons ce qu'on peut faire du poisson. Et pourquoi alors, au lieu de continuer à donner des licences, ne pas les arrêter, mais même aux Sénégalais qui utilisent la ressource halieutique sauvage, qu'on les pousse à aller vers l'aquaculture. J'ai passé le week-end avec un des chefs du patronat à Saly pour discuter par exemple comment réengager le patronat sénégalais comme une force de proposition en créant le contenu et le processus du dialogue avec les autorités. L'une des discussions a porté sur la pêche, comment développer un champignon autour de toutes les activités halieutiques, étendre le domaine d'expansion des chaînes de valeur à la pêche et regarder maintenant comment on peut arriver à faire en sorte que emblaver par exemple 500 000 hectares, ce qui est facile avec nos cours d'eau, nos mangroves, créer 1 500 000 emplois au Sénégal autour de l'aquaculture. Vous avez créé une chaîne de valeur au Ghana, vous avez travaillé à mettre en place un processus d'industrialisation. Est-ce que ce schéma est possible au Sénégal et comment le faire? C'est parfaitement possible, c'est-à-dire l'industrialisation et la transformation des chaînes de valeur, ce sont des thèmes. C'est des thèmes qui peuvent s'appliquer dans tous les secteurs. C'est une question de paradigme, c'est-à-dire de modèle de pensée. J'aime pas tout le temps utiliser ce mot parce que maintenant n'importe qui dit on change de paradigme, plus personne ne sait ce que ça veut dire. Mais un paradigme, c'est un modèle de pensée. Un modèle de pensée est orienté par des objectifs, par une culture de ce qu'on veut se donner comme vision, parce que la culture, c'est les yeux avec lesquels vous voyez le monde. Au Ghana, nous avons travaillé sur les ressources du Ghana. Et nous avons fait en sorte de lire dans le kaléidoscope de l'économie, là où l'économie est désintégrée, et nous avons créé des hubs, comme des ronds-points, qui relient d'autres ronds-points, c'est-à-dire les routes deviennent des chaînes de valeur. Donc on a fait tout le mapping et nous avons créé par exemple à Tema une zone industrielle multifonction où sont transformées des ressources ghanéennes, mais ce n'est pas seulement la transformation, il faut lier l'activité aux zones les plus reculées,
que ce soit au niveau des plages, que ce soit au niveau de l'agriculture, au niveau des mines et tout ce que vous voulez. J'avais proposé au président Macky Sall, depuis le mois de mars 2018 à Kigali, de créer pour test 3 types d'agglomérations industrielles bâties sur ce modèle, sur la transformation des ressources. Mais j'attends toujours, parce qu'autour de lui, il y a eu énormément de blocages et ça m'a fait mal de rencontrer un des acteurs de là qui n'est plus au gouvernement et qui me retrouve au Alkimia, au restaurant, pour me dire « Mais grand, ce que tu as fait au Ghana, il faut le faire. » J'ai dit « Mais tu étais où pendant tout le temps que tu étais au gouvernement ?» Pendant tout le temps que le président cherchait de l'aide, me demandait de lui faire des choses, c'est des gens comme vous qui vous êtes assis dessus. Excusez-moi, devant mon épouse et devant sa femme, je l'ai traité d'escroc. Pendant ce temps, le Sénégal et d'autres pays africains font l'objet d'un jeu géostratégique extraordinaire. On voit aujourd'hui Anthony Blinken qui va venir au Sénégal, le secrétaire d'État américain. On voit les Russes qui sont de plus en plus présents au Mali, en Centrafrique. On voit les Chinois qui sont là, qui sont pratiquement invisibles, mais qui continuent à travailler. Il y a des modèles qui se croisent en Afrique, des puissances occidentales qui se battent au détriment des Africains peut-être. Oui, parce que les Africains regardent faire. Je l'ai dit plusieurs fois. Je l'ai même publié dans une tribune dans Le Point en 2020, où j'ai dit que le plus grave, c'est que l'Afrique va être le terrain d'affrontement des grandes puissances pour le contrôle des ressources. En 1941, en Piène-Glaire, ils se sont réunis pour dire on va créer les institutions de Bretton Woods pour qu'on ne se fasse pas la guerre, mais on s'entend pour exploiter les ressources. La donne Covid a montré que la paupérisation se faisait aussi chez eux. Et aujourd'hui, ils ont toujours envie et besoin vital de contrôler les ressources. La différence, c'est que maintenant, notre jeunesse ne peut plus laisser faire, nos populations ne peuvent plus laisser faire, donc nous devons inventer un nouveau multilatéralisme. Tony Blinken, que je connais, le Tony que j'ai connu, c'est un homme pragmatique. Je l'ai entendu dire même au Kenya, les mots qui caractérisent et qui gangrènent l'économie kenyane, la politique kenyane, le dévoiement des institutions. Mais ça, c'est comme s'il s'adressait à tous les États. Donc, mais la doctrine américaine, c'est de dire, nous n'allons pas nous associer avec des chefs d'État qui sont impopulaires et qui oppriment leur peuple. Et on peut truquer tous les scénarios de perception. Les Américains ont des renseignements. Avant que Tony n'arrive ici, toutes les informations seront connues. Il saura à quoi s'attendre au Sénégal. Ce que moi je crois, et je l'avais dit dans une interview dans Le Monde quand j'étais à l'OCDE en 2003, que les Américains sont à la recherche d'opportunités partagées parce qu'ils croient à l'entreprise. Ce n'est pas comme la France ou l'Angleterre qui avaient un passé colonial où les gens se comportaient en administrateurs. La perche qui va être tendue à l'Afrique et au Sénégal en particulier par l'administration Biden, avec l'arrivée de Tony Blinken ici, doit être saisie pour amener l'Amérique à discuter partage d'opportunités, prospérité partagée, comment les Américains pourraient nous aider à faire des partenariats stratégiques sur les chaînes de valeur, des partenariats gagnant-gagnant pour permettre la transformation des ressources et permettre à leurs industriels aussi d'avoir une base économique intégrée avec les nôtres. En fait, permet de créer des industries réelles au Sénégal, de transformer les produits sénégalais sur place au lieu de les exporter, Absolument. au lieu d'exporter les emplois. Absolument, parce que vous avez parfaitement raison. Lorsque vous exportez des matières premières, vous exportez des emplois là où on les transforme. Alors, pourquoi on doit continuer à rester sans ça? Quand on a, je crois que j'avais fait une émission avec vous lors du fameux sommet pompeux qu'on disait relance de africaine, des économies africaines. Absolument. Je vous avais dit, mais on a parlé de tous les secteurs sauf l'industrialisation parce que c'est tabou. Ils considèrent que c'est un jeu à somme nulle, que si nous industrialisons, ils s'appauvrissent. Mais par Dieu, les ressources sont les nôtres. Ce sont nos ressources. On n'a jamais dit qu'on allait... Moi, je ne suis pas de ceux qui disent dégage. Je veux que personne dégage. Moi, je suis un produit de la civilisation universelle. Je veux que les gens arrivent, nous respectent notre intelligence, respectent notre volonté et notre devoir de nourrir nos peuples, de les soigner, de les amener à l'école, de les éduquer. Le monde étant un monde d'interdépendance, ils ont la technologie. Les ressources, je ne leur demande même pas parce que moi, je peux lever des ressources parce que je peux parler à des banquiers qui aujourd'hui, lorsque vous déposez de l'argent dans leur banque, c'est vous qui payez la banque. Ces gens cherchent des opportunités.
Donc le problème n'est pas l'argent, mais le problème c'est le paradigme, le modèle de pensée, l'état de raison. Et il faut que maintenant cet état de raison amène un nouveau multilatéralisme. Multilatéral, ça veut dire plusieurs côtés. Dès que vous êtes trois, vous êtes en multilatéralisme. Donc on peut discuter avec les Américains et regarder avec leurs alliés qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut faire du Sénégal, par exemple, un laboratoire de développement, partir de cette approche de développement pour refonder nos institutions, parce que nos institutions sont dévoyées. Oui, mais certains estiment que la France, notamment, n'a pas intérêt que l'Afrique se développe, surtout le Sénégal, les pays francophones, pour la bonne et simple raison que la France a besoin juste de maintenir en apnée pour que les entreprises continuent à faire des bénéfices et à rapatrier, à nourrir la France. Parce qu'avec la Covid, la France est dans la rue aujourd'hui. Vous savez, je vais vous dire, je vais vous surprendre. Moi, j'ai de la compassion pour le jeune président Macron. Parce que voilà le gars qui arrive, qui est né après les indépendances, qui n'est responsable d'aucune forme de colonisation et qui a le courage de heurter même la conscience française en reconnaissant les crimes que la France avait commis pendant l'esclavage, pendant la colonisation, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, il essaye d'être ami avec la jeunesse africaine, peut-être d'une manière maladroite, mais parfois il faut foutre le coup de pied dans la fourmilière. Mais il n'est qu'un président français, élu par des intérêts, mais le simple fait qu'il essaye de discuter, ouvrons-lui la porte, discutons avec la France et regardons ce que nous pouvons faire avec la France. Parce qu'on ne pourra jamais tirer un trait sur nos relations avec la France, mais on doit les réorienter, on doit les ajuster d'une manière sage, discuter de manière responsable, mais pour ça, il faut que nos chefs d'État puissent écouter des gens qui comprennent ce que le monde veut dire, mais pas des gens qui les poussent à la guerre pour montrer les muscles. Donc moi, j'ai de la sympathie pour le président Macron, malgré les impairs qu'il fait, parce qu'il est jeune. Il n'a pas d'expérience, mais il a la volonté de bien faire. Mais à côté, il y a les Russes aussi, qui tapent à la porte au Mali. Moi, je discuterai aussi avec les Russes. Moi, je peux discuter avec le diable si le diable est porteur d'une solution qui mitige les risques d'atteinte à notre souveraineté et à nos intérêts. C'est ça. Tout le monde discute avec tout le monde. Donc, il faut discuter avec tout le monde. Et c'est ça, le nouveau multilatéralisme. Et dans ces discussions, beaucoup estiment qu'aujourd'hui, qu'il y a quand même une grosse perte que l'Afrique est en train de faire, c'est de laisser en rade sa diaspora, qui est très intellectuelle, très bien formée, qui est à l'extérieur, qui est dans les instances les plus importantes à travers le monde, mais qui n'est pas associée au développement de leur pays. Le problème, c'est parce que c'est encore une histoire de paradigme. Le paradigme en vigueur, c'était conserver le pouvoir et avoir peur de tous les gens intelligents qui réfléchissent. Donc les gens étaient plus intéressés à ce qui leur aide à faire des micmacs, à faire des ndjout-ndjat comme on dit, ou des labat comme on dit en français, mais ils n'étaient pas intéressés par l'expertise qui est porteuse de transformation. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus le choix, à moins qu'ils continuent d'être autistes, mais à ce moment-là, ils risquent d'être portés par le vent. Mais la diaspora est disponible. J'ai vu aujourd'hui les chiffres publiés par la Banque mondiale. Mais la diaspora rapporte 2 fois plus que ce que le Fonds monétaire et la Banque mondiale réunis mettent en Afrique. Surtout avec la Covid, beaucoup pensaient que les envois vont baisser, mais c'est le contraire. Hein, mais ils n'ont rien compris. Alassane, ni Macron, ni Biden, ni Macky Sall, ni les autres chefs d'État ne sont entourés des gens qu'il faut. Ils sont entourés par des gens qu'ils croyaient qu'il fallait quand nous vivions en plein consensus de Washington, où la question c'était de s'allier sur Bretton Woods. Aujourd'hui, plus personne ne respecte les institutions de Bretton Woods, même si moi, j'ai mon badge de la Banque mondiale parce que je suis un honorable retraité. Mais j'ai peur de sortir pour dire que je suis de la Banque mondiale parce que j'ai peur qu'on me jette des pierres. J'ai peur qu'on me voie comme un fabricant de pauvreté. Donc, il faut vider le sang en matière de conseil stratégique, le remplacer par du sang neuf qui est plus conforme aux objectifs que nous devons nous donner, qui est capable d'écouter et d'orienter nos économies pour que nos populations s'en sortent. S'ils ne le font pas, on risque d'aller dans une logique d'affrontement tout le temps, dans une logique de chaos. Du chaos, on ne sait pas ce qui sortira, mais il sortira absolument rien de bon. Donc, c'est le temps de se ressaisir. Si moi, j'étais chef d'État de quelques pays africains, je convoquerai des assises nationales pour le développement économique et dire, dites-moi ce qu'il faut faire, je suis décomplexé, je n'ai pas d'ego, peut-être que je me suis trompé, tout le monde se trompe,
mais remettons la balle au milieu et jouons-la. Oui, donc ça montre que les plans qu'ils ont mis en place depuis lors n'ont pas marché. Il n'y a pas de plan. Quel plan? Un plan, c'est l'instrument d'exécution d'une stratégie. Vous ne pouvez pas faire un catalogue de projets et dire que c'est un plan. Lorsque vous dites que c'est une stratégie, ça veut dire que chaque élément de la stratégie doit être relié à un processus qui vérifie la valeur ajoutée de cet élément-là. Mais on n'a pas ça. Nous avons par exemple des lois de finances. Mais une loi de finances, c'est une loi de finances, mais il doit y avoir une loi de vérification qui permette de montrer est-ce que l'argent qui a été utilisé a atteint ses objectifs. Vous l'avez vu où? Dans quel pays? Donc nous sommes dans une logique d'urgence, où l'urgence se reproduit tous les jours avec la prétention de durer. Vous ne pouvez pas vous lever aujourd'hui et demander à beaucoup de chefs d'État africains en quoi sera faite votre journée et qu'ils vous disent voilà les activités que j'ai menées, voilà comment je peux les relier à des changements qu'on peut voir sur le terrain et voilà comment je peux corriger demain. Non, comment Wolof on dit dañuy tenir rek. Pape Demba Thiam, merci d'avoir été venu sur ce plateau de ITV à Questions Direct. Je rappelle que vous êtes économiste et spécialiste de la politique industrielle intégrée et de chaîne de valeur. Que nous parlions avec nous de la situation dans nos pays aujourd'hui et quelles sont les solutions et surtout quelles sont les mesures qu'il faut prendre pour changer la donne. Parce que la jeunesse africaine, comme vous l'avez dit, est de plus en plus impatiente et demande que des changements profonds soient apportés dans la conduite des affaires dans leur pays. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci à vous qui êtes chez vous, qui suivez avec nous cette émission. Merci, au revoir.